Bienvenue à toutes et à tous pour parler du Ballon d'Or. Et oui, on l'a fait avec Neil, on a fait notre top 10 chacun. C'était hyper intéressant de débattre pour avoir son avis. On est quand même à 24 heures après. J'ai pris le temps de la réflexion, passer un petit peu le côté hyper chaud, hyper content, hyper excité par l'annonce. Évidemment, Ousmane Dembélé, notre Parisien, est couronné. C'est le sixième Français, le huitième joueur de notre hexagone à choper ce Ballon d'Or. On devient donc, avec l'Argentine, la nation la plus représentée. Évidemment, hyper heureux de ça. Voir le Paris Saint-Germain encore une fois sur le toit de l'Europe, ça fait super plaisir, surtout en tant que supporter. Par contre, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont, j'ai pas peur de le dire, scandalisé, en tout cas posé problème. Évidemment, le positionnement de certains joueurs, la crédibilité qui est en train de devenir le Ballon d'Or. Alors oui, pour moi, Ousmane Dembélé méritait son Ballon d'Or, comme Rafinha, comme Hakimi, comme Vitinha, comme Lamine Yamal. Beaucoup auraient pu prétendre à ce titre. Néanmoins, quand je regarde le top 30, aujourd'hui, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup trop d'erreurs et qu'on dévalorise certains postes, qu'on donne du crédit au mauvais championnat, au mauvais tournoi. Et c'est en train vraiment de me poser problème. Évidemment, si je fais cette vidéo, si j'ai posé ma caméra, c'est parce que Cole Palmer est aujourd'hui huitième au Ballon d'Or. Alors, est-ce que le Ballon d'Or, à proprement parler, est aujourd'hui le classement simple des meilleurs joueurs de la planète? Force est de constater que non. Quand tu mets Cole Palmer avec la saison qu'il a fait, c'est un joueur fabuleux, rempli de talent, qui, il y a plus d'un an maintenant, fait une superbe saison, est un des joueurs de la saison en Première Ligue. Il est sensationnel. Depuis qu'il est parti de City, on découvre un magicien, mais capable de tirer de loin, de frapper, d'être hyper cold sur ses fameux penalties, et d'être vraiment celui qui incarne le nouveau projet de Chelsea. Pas de souci. Le voir devant des joueurs comme João Neves, Pedri, tout un tas de Fabian Ruiz qui sont évidemment tous ces joueurs-là dans son registre, des milieux de terrain plus défensifs, moins axés vers la création. Et je pense que le problème, il est là. Voir tous ces joueurs-là qui sont moins axés sur la statistique, sur l'apport offensif, sur le but, sur la passe décisive, les voir derrière un joueur comme Cole Palmer, aujourd'hui, ça me pose problème. Alors évidemment que s'il est là, c'est en grande partie grâce à la Coupe du Monde des clubs. Si tu regardes d'un point de vue global, il est quand même champion d'Europe de Conference League. Il faut quand même remettre en contexte, hein, la Conference League, c'est 14 étages en dessous de la Ligue des Champions. Mais pas de souci, tu mets beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain, tu as envie de récompenser un joueur de Chelsea qui en plus gagne la Coupe du Monde des clubs. Ok, mais en l'état, j'ai pas peur de dire que la saison de Cucurella, la saison de Caicedo est bien meilleure que celle de Cole Palmer. Caicedo, vraiment, il sort d'une saison, là, il y a 2 ans maintenant, très compliquée. Il doit assumer un transfert à plus de 145 millions, un des, si ce n'est le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du football. Il n'y arrive pas et d'un coup, il se passe quelque chose. Maresca ramène quelque chose de neuf, ramène aussi des joueurs, parce que quand tu vois les sommes déboursées par Chelsea, par tous ces propriétaires américains qui ont besoin de mettre au cœur du projet des joueurs intéressants, chers, plein pan, clinquants, et évidemment, Enzo Fernandez, tous les attaquants qu'ils ont ramenés, João Pedro, les Neto, derrière il y a encore eu des dizaines et des dizaines d'achats sur les 5-6 dernières années. Bref, il est aujourd'hui mis en avant parce qu'il est la star de cette équipe, mais pour moi, il n'est pas le meilleur joueur. La saison dernière, Cole Palmer est loin d'être le meilleur joueur. Si on veut se tromper et aller uniquement dans le côté statistique, il n'est même pas largement devant les autres. Christopher Nkunku a quasiment été tout autant décisif que lui, alors qu'il avait un rôle bien moins important, rarement titulaire, quasiment uniquement en Coupe d'Europe. C'est là où il a marqué énormément, il a montré toute sa qualité, ce qui lui a permis d'aller chercher une place de titulaire à l'AC Milan dans un jeu beaucoup plus adapté, je pense, pour lui, où il va avoir plus de facilité à créer. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Si on regarde la saison de Cole Palmer aujourd'hui, je me dis que ok, donc tu peux faire une saison 7 sur 10 en tant que joueur offensif, ça sera au-dessus d'une saison 9 sur 10, voire 10 sur 10. La saison de João Neves, qui finit 19e, elle est exceptionnelle. J'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, la saison de João Neves qui a 20 ans, qui a eu 21 ans, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a énormément de pression. Il a endossé le rôle de patron, mais comme ça, il a claqué des doigts, c'est devenu un des éléments essentiels de la meilleure équipe d'Europe, de la meilleure nation européenne, en tout cas en 2024-2025, ils prennent la Ligue des Nations. Il a été capable de dépanner en tant que latéral droit, il a joué au milieu de terrain, il a joué un cran plus haut, il a joué un cran plus bas, il est sensationnel. J'ai pas peur de dire que sportivement,
Je préfère la saison de João Neves à celle de Vitinha. Vitinha méritait sa 3e position, pour moi il n'y a pas de souci. Il a un rôle encore plus essentiel que celui de João Neves, mais j'ai été choqué. Vraiment, je ne pensais pas que João Neves pouvait arriver et dire voilà ce que je vais apporter avec ce transfert à 60 millions d'euros. Voilà ce que je fais de la pression, voilà ce que je fais de tout ce transfert. On sait que João Neves, en plus, il a un passif, si on peut dire, plus compliqué. Il a évidemment une terrible histoire avec le décès de sa mère qu'il a appris quelques heures avant de disputer un match. C'était très compliqué. Dès lors, il a su montrer à quel point il avait du caractère et du talent. Et il est en train de remontrer tout ça au Paris Saint-Germain. Force est de constater qu'il est très loin. Il est à 11 places d'un joueur comme Cole Palmer. Et quand tu le vois, rien qu'entrer dans ce top 10, tu te dis mais c'est pas possible. On a vu sur les réseaux sociaux et on a vu globalement tout le monde se dire mais attendez, mais Cole Palmer, il va sortir quand? Nuno Mendes, 10e. Donnarumma, 9e. On se dit mais ce n'est pas possible. Quand est-ce qu'il va sortir enfin la 8e place et il est tiré? Mais c'est pour mettre en avant le manque de clarté et le manque de réalisation objective. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire qu'un joueur comme Pedri, qui pour moi est le meilleur joueur de la planète, et derrière n'est même pas dans le top 10. Si le Barça fait la saison qu'ils ont fait sous les ordres d'Hansi Flick, c'est grâce à Pedri. Évidemment Yamal, évidemment De Jong, évidemment Lewandowski, évidemment Rafinha. Mais le cœur de cette équipe, le maestro, le créateur, le récupérateur, le passeur, parfois le buteur, c'est Pedri. Il est capable de faire tout à tout moment. Ces matchs, si vous n'aimez pas le football, regardez-les, vous allez tomber amoureux. Dès qu'il touche le ballon, c'est une vidéo highlight, c'est les skills de la palette ultra large que peut avoir un footballeur. C'est l'incarnation du football, c'est Pedri. En plus de ça, collectivement, la saison du Barça, elle est meilleure que celle de Chelsea. Et malheureusement pour eux, le Barça, ils n'ont pas pu la gagner, la Coupe du Monde des clubs, ils n'y étaient pas. Alors c'est évidemment dû à leur manque de résultats sur les dernières années européennes, mais tout de même, le voir Pedri si loin dans ce classement et surtout derrière un joueur comme Cole Palmer, ça me pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond dans les votes? Pour ceux qui ne le savaient pas, dans les années précédentes, les joueurs votaient, les capitaines votaient pour élire le Ballon d'Or. Je crois que aujourd'hui, seuls les journalistes votent un seul par pays. Je crois qu'on se trompe et on donne la clé pas au bon métier. J'ai envie de devenir journaliste sportif, donc c'est peut-être étonnant de dire ça. Que les journalistes votent, c'est une chose. Je crois que c'est bien de aussi donner la parole au public, mais il faut avant tout laisser la parole aux maîtres. Ceux qui créent et qui galvanisent tous ces journalistes, tous ces fans, c'est les joueurs. Et la réalité du terrain, ceux qui connaissent cette réalité, ceux qui connaissent la réalité de cette saison, mais évidemment que ce sont les joueurs. Il n'y avait qu'à écouter Lamine Yamal quand on lui posait des questions sur les joueurs qu'il a affrontés cette saison ou les joueurs qui l'ont terrifié sans même les avoir affrontés. C'est là qu'il répond oui, William Pacho est le meilleur défenseur au monde. Il n'a pas joué contre Lamine Yamal. Simplement, quand tu discutes avec tes partenaires, quand tu regardes ce qui se fait, quand tu comprends en tant que joueur de foot ce qu'il a été capable de faire, évidemment que l'avis de Yamal est hyper important. Quand un joueur de ce standard te dit qu'il est le meilleur défenseur du monde, ça doit tiquer pour tous les fans de football. Évidemment que le Ballon d'Or est une récompense ultra subjective. Il faut vraiment avoir son propre avis, mais écouter les joueurs, je pense que c'est la base et on doit revenir à ce mode-là. En tout cas, essayer de réinculquer ces valeurs-là, de donner la parole à ceux qui font le sport, ceux qui font le football. Honnêtement, quand je vois le résultat du Ballon d'Or, je suis très content. Mais je me dis, attendez, mais plus le temps passe, plus on perd en crédibilité. La dernière fois que je me suis dit ça, évidemment, c'est quand Lewandowski ne le prend pas après cette année Covid. Messi le prend, mais Messi était presque gêné de le prendre. La première chose qu'il dit dans son discours, c'est « Lewandowski le méritait, je lui dédie mon ballon d'or ». C'est ça, aujourd'hui, le problème de fond de ce ballon d'or. On récompense les joueurs offensifs et on récompense le star system. Quand tu regardes les 30 du Ballon d'Or, quand tu regardes aussi ceux de l'année dernière, on met en avant davantage les stars que les super joueurs. Rodri prend le Ballon d'Or l'année dernière,
c'est ultra mérité, ce qui explique qu'il l'a volé. Vous n'avez pas regardé les matchs de Manchester City, vous ne les regardez toujours pas, parce que quand Rodri n'est pas en forme, Manchester City, ça finit avec 32% de possession contre Arsenal, il faut quand même le mettre en avant. Il est le maestro, il a été le maître à jouer d'une des meilleures équipes des 3 dernières années. Et le City de Guardiola à son paroxysme, c'est Rodri qui est le créateur absolu de tout. Alors, le créateur et passeur, c'est De Bruyne, mais le cœur de cette équipe, c'était Rodri. Il a été récompensé, super. Vinicius a été moqué, Vinicius a ragé, il a communiqué sur l'absence de ballon d'or, ultra déçu. Et je me suis dit, ok, c'est parti, ils vont vraiment récompenser le meilleur footballeur et plus celui qui va faire le plus de vues sur les réseaux sociaux, celui qui va te rapporter le plus d'abonnés. Et force est de constater que quand tu vois le positionnement de Cole Palmer, le positionnement de Mohamed Salah, qui réalise certes une super saison, quatrième, c'est trop haut pour Mohamed Salah. Il réalise la saison statistique la plus historique de l'histoire de la Première Ligue. Chapeau. Liverpool fait une top saison. Tu ne peux que te mettre à genoux et dire Mohamed Salah, tu es un des plus grands ailiers de l'histoire de la Première Ligue, si ce n'est pas le plus grand ailier droit de l'histoire de ce championnat. Tu peux que tirer ton chapeau. Mais il faut quand même remettre en contexte qu'ils sortent assez prématurément de la Ligue des Champions après avoir été premiers de la phase de Ligue, certes contre le Paris Saint-Germain, mais où le Mohamed Salah a été fantomatique, notamment au match aller, éteint par un joueur qui est derrière par Nuno Mendes, qui a été un des éléments clés de la victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, qui est le meilleur joueur de Ligue des Nations, qui marque en finale, qui éteint Yamal, qui met son penalty, qui est fabuleux, qui gagne plus de trophées, qui fait peut-être plus de choses, mais dans un secteur défensif, même s'il est ultra buteur, ultra présent offensivement, ça reste un défenseur et force est de constater que les joueurs à caractère défensif, à caractère moins offensif, en tout cas des 6, des 8, des centraux, des gardiens, des joueurs qui sont moins axés sur le but, sont beaucoup moins mis en avant. Et ça aujourd'hui c'est un problème. Voir Fabian Ruiz à peine dans le top 25, c'est pas possible. Je suis pas le premier fan de Fabian Ruiz, mais il faut quand même ouvrir les yeux sur le joueur qu'il est depuis l'Euro, depuis que De La Fuente a fait de ce joueur celui qu'il est aujourd'hui. Il fait partie de l'élite mondiale, de la classe mondiale, plus. Le voir derrière des Gyökeres, tous ces joueurs-là, c'est pas possible. C'est voir Guirassy dans ces 30-là, mais pas Gravenberch, mais pas Marquinhos, mais pas Pacho, c'est pas possible. Tu peux pas aujourd'hui uniquement mettre en avant les stats. Il y a quelque chose qui était hyper frappant. Pour mettre en avant les 30 sélectionnés du Ballon d'Or, ils ont mis le nom, le prénom, le club, la sélection, le nombre de cartons rouges, le nombre de cartons jaunes et quoi? Les statistiques. Donc tu avais Virgil van Dijk, ok, un carton rouge, 3 cartons jaunes, Néderlande, 2 buts, une passe D. Donc si tu connais pas le Ballon d'Or, si tu as ton petit journal France Football sous les yeux, tu te dis mais attendez, mais c'est un guignol celui-là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et non, parce qu'il faut voir au-delà des statistiques. Évidemment que quand tu as un débat approfondi, les statistiques comptent énormément. Si Rafinha fait une si belle saison, c'est parce que statistiquement, il est l'un des meilleurs d'Europe. Si Mbappé est dans les 10 et finit 7e, c'est parce qu'il est le soulier d'or, c'est parce qu'il est le meilleur buteur européen. Mais il ne faut pas se baser uniquement sur ça et ouvrir vraiment ce qu'est un footballeur, ce qu'est le top du top de ce sport magnifique et ne pas mettre en avant des défenseurs, des gardiens, des latéraux au profit de joueurs moins forts mais offensifs, c'est un problème. Je vais un peu dans tous les sens parce que honnêtement j'étais énervé quand je voyais le positionnement de Palmer et surtout énervé de voir un Pedri 11e qui est l'âme du football, qui est celui que je conseille si demain vous tombez sur quelqu'un qui est apathique de football, montrez-lui un match de Pedri. Il va se dire ok, j'ai peut-être jugé ce sport un peu dur. Et non, tu as un mec comme Cole Palmer qui lui passe devant. Si tu as envie d'analyser ce choix Palmer beaucoup plus haut, je crois que le véritable problème, il est régi par cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce que, oui, ça peut compter, l'influence que subissent les journalistes, elle compte. Est-ce que les instances n'ont pas voulu mettre en avant cette Coupe du Monde des clubs? J'ai pas mal de monde qui m'ont dit, tu vas voir, la Coupe du Monde des clubs, elle va compter. Mais je ne pensais pas autant. Si Cole Palmer fait une si belle place au Ballon d'Or, c'est quasiment uniquement grâce à cette Coupe du Monde des clubs. Mais il faut quand même remettre
en lumière ce que c'est cette Coupe du Monde des clubs. Au-delà du parcours plutôt tranquille qu'ils ont, malgré cette superbe victoire en finale, il ne faut rien leur enlever. C'est une Coupe du Monde des clubs où la moitié des meilleures équipes européennes ne sont pas là, où tu vas aux États-Unis en fin de saison, dans des conditions mais catastrophiques. La météo était abominable, 40 degrés, des matchs annulés, des matchs contre des équipes qui ne sont pas du tout dans les mêmes phases que toi. Pendant que tu joues des Flamengo, des Botafogo qui sont au milieu de leur saison, tu récupères un Paris Saint-Germain qui a cravaché pendant un an, n'a plus rien à donner, est complètement KO, et tu te bases là-dessus. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, le dernier souvenir que tu as de ce Chelsea avant de voter, c'est Cole Palmer qui marque et qui fait un super match, qui fait une super compétition. Mais c'est évidemment beaucoup moins important que chacune des compétitions européennes. Et force est de constater que le degré d'importance de cette Coupe du Monde des clubs a été mis mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Si tu te dis que la Coupe du Monde des clubs est un facteur assez bas de récompense, tu te dis quoi? Ok, donc leur Conference League est un vecteur de points. On va voter pour toi parce que tu as remporté ça. Il n'est pas vraiment le facteur X de ce Chelsea champion d'Europe. Absolument pas. En Première Ligue, j'aime pas résumer le football à des statistiques, c'est 3 buts en 2025. Cole Palmer, c'est 3 buts en 2025 en Première Ligue. Et ouais, il tire les pénaltys et il tire les coups francs, il fait tout ce qu'il veut à Chelsea. Force est de constater qu'il n'est pas à sa place aujourd'hui. Je pense qu'il est le premier gêné et il est vraiment le symbole d'un ballon d'or qui pour moi ne va pas dans le bon sens. Il faut revenir aux bases, c'est-à-dire le collectif, mettre en avant le collectif. Et qui fait briller le collectif? C'est pas uniquement les attaquants, c'est les milieux de terrain, c'est les Pedri, c'est les Neves, c'est les Fabian Ruiz, c'est les Marquinhos, c'est les Inigo Martinez. C'est tous ces joueurs-là qui sont moins mis en avant, mais dont on doit se rappeler. Voir Donnarumma derrière Cole Palmer, c'est du délire absolu. La phase finale de Champions League de Donnarumma, elle est historique. Il sort une quantité de parades décisives. Je pense que dans l'histoire de la Ligue des Champions, on n'a jamais vu ça. Il te qualifie le PSG à Anfield. Il te sort Aston Villa à lui tout seul. Quand le Paris Saint-Germain est en train de retomber dans ses travers, c'est lui qui te sort la frappe de Rashford. C'est Pacho qui contre cette frappe dans les derniers instants. C'est encore Donnarumma qui sort la tête de Tielemans à 3-2 à Villa Park. Encore une fois, en demi-finale, qui c'est qui va s'imposer devant Trossard? Qui va te faire passer ce cap de la demi-finale parce qu'il se couche très vite sur une reprise d'Odegaard? C'est lui, c'est pas Cole Palmer parce que lui, il était en train de jouer en finale contre des clubs roumains. Je veux pas prendre un joueur, dire vous avez vu, il a fait que ça, donc il faut mettre le nôtre en avant. Le but, c'est pas de tirer sur l'un pour mettre en avant l'autre. Mais j'ai pas besoin aujourd'hui de tirer sur Cole Palmer pour expliquer que Pedri, que tous ces magiciens du football dont je vous parle méritent une bien meilleure place que celle de Palmer. Il n'y a pas que Palmer qui est choquant. Moi je vous dis, la 4e place de Mohamed Salah, elle me pose problème. Évidemment que sa saison va rester dans l'histoire du football européen, mais voir Achraf Hakimi également derrière Mohamed Salah, ça fait mal quoi. Il ne peut pas faire mieux. Achraf Hakimi sort peut-être, alors j'ai pas envie de tomber dans la culture de l'instant, Philippe Lam en 2014 est sensationnel, Dani Alves tout au long de sa carrière est énorme, Cafu, tous ces joueurs-là, les Zanetti, machin, j'ai pas tout connu, j'ai pas tout vécu en direct. Luis Alberto encore dans les années avant notre siècle faisait des choses sans doute fabuleuses, mais ce qu'a fait aujourd'hui Achraf Hakimi tout au long de cette saison, du 1er septembre à cette finale de Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, sa saison, elle est XXXXL. Il est parfait, il est essentiel, il est moderne en tout point. Il a recréé du dynamisme à ce poste de latéral droit. Il a prouvé à toute l'Europe qu'être latéral, c'est faire tout autant devant que derrière. Si beaucoup le savaient, je pense que beaucoup ne mettaient pas autant en avant la débauche d'énergie, la volonté de se déplacer comme s'il était numéro 6, comme s'il était numéro 8, comme s'il était numéro 9 parfois. Encore hier, au moment où je fais cette vidéo contre Marseille, où le PSG perd ce classique, j'ai une image où avec Nuno Mendes, ils sont au bout du terrain, côté gauche, ils sont en train de presser la défense marseillaise. Ils pressent le latéral droit
de Marseille sont au Vélodrome, ils sont chez eux, ils sont posés. Tu as Achraf Hakimi qui est physiquement sur le terrain le joueur le plus loin possible du latéral droit de Marseille. Il est en train de le presser. C'est ça la saison d'Achraf Hakimi. C'est absolument tout faire pour l'équipe pour être mis en avant malgré lui. Parce que la saison d'Achraf Hakimi, la saison de Dembélé, la saison de Neves, de Ruiz, de machin, elle est collective. Peut-être que la saison de Palmer était plus individualiste. Parce que cette Coupe du Monde des clubs, elle te donne le dernier souvenir de quelque chose qui a fonctionné. Moi, ça me pose problème. Je crois que ce qui m'a le plus énervé, même si je ne suis absolument pas supporter du FC Barcelone, c'est voir certains classements, et notamment celui de Pedri. João Neves, honnêtement, il était dans mon top 10. Pedri, il était 6e ou 5e chez moi. Il finit même pas dans les 10 meilleurs joueurs de la saison dernière. Ça pose vraiment problème. Donc je pense qu'il faut essayer de remettre en question ce ballon d'or. Ce ne sera sûrement pas fait en France parce que les supporters ont eu ce qu'on voulait, et ont eu ce qu'ils voulaient, et ont eu ce que je voulais. Dembélé couronné. Mais il faut quand même essayer de prendre un peu de recul et se rendre compte que les joueurs mis en avant ne sont pas forcément les bons. Selon moi, bien sûr, c'est ultra subjectif. Si pour vous, Kylian Mbappé mérite cette 7e place et que vous avez des arguments solides, je peux l'entendre. J'adore Kylian Mbappé, c'est un joueur fabuleux, il finit soulier d'or. Maintenant, le voir devant Donnarumma, devant Nuno Mendes, devant Kvaratskhelia, devant Doué, ça peut me titiller un peu. Quand tu sais qui est Kylian Mbappé, quand tu sais ce qu'il est capable de faire, le voir devant ces joueurs-là après sa saison, qui est quand même moyenne au vu du joueur qu'il est, surtout collectivement, j'ai envie de me tirer un petit peu les cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème. Je vais terminer cette vidéo par le dernier facteur qui, pour moi, résolve aucun problème. Tu as besoin d'être un nom et d'être une star pour être bien classé, voire pour être classé tout court. Willian Pacho est le meilleur défenseur du monde actuellement. Il l'a été tout au long de la saison. Il n'est pas dans les 30. Marquinhos, qui n'est pas une star. Ouais, Marquinhos, c'est un patron, mais c'est un mec hyper humble que tu ne vois pas sur les réseaux, que tu ne vois pas en boîte, que tu vois pas... Non, il est avec sa famille, tranquille, ses enfants. Et tous ces mecs-là, qui ne vont pas faire des millions de likes sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas dans les 30. Par contre, Vinicius, Bellingham, tous ces mecs-là, ils sont dans le 30 du Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que ce sont des noms, parce que ce sont des joueurs déjà référencés en Europe, qui, même s'ils font beaucoup moins que les saisons passées, vont rester. Parce que Jude Bellingham, tout le monde le connaît, c'est un joueur fabuleux, qui sort pas la meilleure saison de sa carrière, tout comme Vinicius, mais l'aura Real Madrid, l'aura je suis Jude Bellingham, je suis Vinicius, est infiniment plus conséquente pour les journalistes qui votent au Ballon d'Or qu'une superbe saison d'un petit Équatorien qui vient de signer au PSG pour 40 millions alors que c'était un no-name à Francfort. Et ça pose problème. Parce que les journalistes sportifs, les journalistes qui ont voté pour cette récompense donnée par France Football sont censés être des experts de cette discipline. Ne pas avoir vu, ne pas se rendre compte de la saison de Willian Pacho, c'est un véritable problème quand c'est ton métier. Si tu votes, je crois que c'est Dave Apadou qui est notre représentant français. Dave Apadou, je sais qu'il a choisi de ne pas mettre et Marquinhos et Pacho. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de Parisiens dans les 30 du BO. C'est un argument que je peux entendre, mais moi ça me pose problème. Quand le meilleur défenseur de la planète n'est pas dans les 30, c'est que de 1, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, et de 2, tu as un problème avec la volonté de récompenser un défenseur qui n'est pas une star. Évidemment que Van Dijk mérite d'être dans le top 30. Il l'est pourquoi? Parce que c'est Virgil van Dijk, parce que c'est le boss de Liverpool, parce que c'est un nom, parce que c'est une star. La saison de Willian Pacho est meilleure que celle de Virgil van Dijk. Gabriel Magalhaes, qui fait certes une petite partie de la saison blessée, qui n'est pas encore une star internationale, est énorme et aurait pu être dans les 30. Bastoni, Barella, tous ces joueurs-là de l'Inter qui sont vraiment des anti-ballons d'or, c'est-à-dire une équipe pas de star qui rayonne parce que son football est fabuleux, mais tu ne peux pas en mettre un plus en avant qu'un autre. Thuram, le fait qu'il ne soit pas dans les 30, c'est un problème. Tous ces noms que je vous cite, pour moi, ils sont devant Cole Palmer qui finit 8e. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais un peu dans tous les sens parce que pour moi, le problème, il est vraiment plus profond que simplement se dire non, mais c'est pas grave. Dembélé, il a eu le BO. Ah, c'est pas grave si Cole Palmer est 8 alors qu'il aurait dû être 15. Et si c'est un problème? Parce que ça va vraiment dans le mauvais sens. Je pense que ça va continuer comme ça. Il faut redonner un minimum de voix
aux footballeurs, aux capitaines. Il me semble que c'était les capitaines à l'époque qui votaient. Je pense que ça doit revenir, en espérant que ça tombe pas dans la caricature et que parce que un capitaine est espagnol, il vote pour Pedri 2, Yamal 1 et Rodri 3 absolument parce qu'il est espagnol. C'est le cas de certains journalistes. Ça fait parfois grincer des dents. Ça fait grincer les miennes cette année. Je pense qu'il y a quand même un problème de fond. En l'état, oui, Cole Palmer, ça m'irrite un peu. Je vais quand même dormir ce soir. Il fait une saison qui est quand même remarquable sur certains aspects. Je vais quand même pouvoir continuer à regarder Chelsea parce que Cole Palmer est dans les 8. Simplement, il ne méritait pas ça selon moi. Il y a des joueurs qui méritaient d'être bien plus mis en avant. C'est comme ça. Le football est comme ça. Le star system est comme ça. Et c'est un virage qui me pose problème. Dites-moi si vous comprenez certains positionnements, celui de Neves, celui de Fabian, celui de Vini, Jude, Mbappé, Salah, Pedri et évidemment Cole Palmer. J'ai envie d'avoir votre avis parce que la tournure qui est en train de prendre le ballon d'or m'inquiète et c'est une compétition qui est en train de m'intéresser de moins en moins.